Ici Satou. Existe-t-il un méchant plus faible qu'un vampire? Mais cela signifie qu'ils peuvent être vaincus par le courage et la sagesse plutôt que par une simple force héroïque, alors peut-être qu'ils font de très bons méchants pour l'histoire. Très bien, cette fois, je devrais leur rendre visite par la grande porte. Je voulais remercier les vampires d'avoir sauvé la vie de Zena et m'excuser d'avoir semé la destruction en venant à son secours, mais surtout, j'espérais me lier d'amitié avec le vampire géniteur, qui semblait être une réincarnation, et tenter d'obtenir des informations sur les fragments divins d'Arisa. Je n'étais pas encore certain qu'il s'agisse vraiment d'une réincarnation, mais je pensais que les chances étaient élevées. Et s'il avait vécu plus de 1000 ans, j'espérais qu'il aurait beaucoup de connaissances à partager. Eh bien, c'est flippant. Le couloir menant à l'entrée principale était tapissé d'ossements. Comme je l'avais confirmé avant mon arrivée, le trou que j'avais percé dans le mur du labyrinthe lors de mon entrée dans le château avait été rebouché. Dans le hall d'entrée se trouvait une porte à 3 visages qui criait « Intrus ». Ce sont les gardiens, peut-être? J'avançai d'un pas et les os se mirent à s'entrechoquer autour de moi, prenant forme humaine. Des spectres et des créatures semi-transparentes apparurent et m'entourèrent. N'approchez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas doué pour l'horreur. Je ne pouvais pas détruire les gardiens lors de ma visite paisible, alors j'ai libéré ma lumière spirituelle réprimée pour les repousser. Quant à ceux qui continuaient à venir, j'ai activé une pierre sacrée pour les chasser. Lorsque de vilains golems d'os se faisant passer pour des squelettes ont tenté de m'approcher furtivement, je les ai neutralisés avec drain de mana. Il y en avait un serpent d'os, qui a résisté à mon drain de mana, mais je l'ai attaché et jeté dans un coin. L'épreuve est terminée, la porte s'ouvrira. Entrez, ô puissant. Sur ces mots, la porte s'ouvrit. De l'autre côté se trouvait la barrière du château de la nuit éternelle. Apparemment, personne ne venait m'accueillir, alors je décidai d'entrer. Pardonnez-moi, je me glissais facilement à travers la barrière. Aujourd'hui, je portais la tenue de base de Kuro, avec un déguisement différent pour une version personnalisée. J'aurais pu simplement venir en Kuro, mais j'avais fabriqué un nouveau masque pour l'occasion, car je pensais qu'il valait mieux ressembler à un japonais qu'à un étranger comme Kuro si je devais rencontrer quelqu'un qui pourrait être une autre réincarnation. Ce nouveau masque était inspiré de Monsieur Tanaka, un membre de l'équipe de débogage externe. Le visage de Monsieur Tub ne correspondait pas à ma morphologie, alors j'ai choisi une apparence moins distinctive. Oh, on dirait que la fête de bienvenue est là. Près du pont qui menait au château au-dessus du lac, 2 vampires de haut rang en robe noire m'attendaient. Apparemment, c'étaient des seigneurs, même si je pensais que « dames » serait plus précis. Qui avait inventé leur titre? Cela faisait partie de leur nom d'espèce, donc inutile de se plaindre. Pourtant, comme je trouvais cela distrayant, j'ai décidé de les appeler « vampires ». L'une était une petite fille d'apparence jeune, tandis que l'autre était une beauté plus âgée. Elles avaient toutes deux la peau d'un blanc bleuté. Si je les croisais dans le noir, elles auraient pu paraître complètement bleues. Des gens bleus? Une phrase m'est soudain venue à l'esprit. Les femmes étaient toutes des beautés de tout genre, et les hommes étaient réputés beaux aussi, avec leurs franges ondulées comme des algues. Je me suis souvenu des rumeurs que j'avais entendues. Certaines personnes les rencontrent lorsqu'elles se perdent au cœur d'un territoire monstrueux. Tant qu'on ne les contrarie pas, elles sont apparemment parfaitement amicales, mais si on en attaquait une, on serait tué sans pitié. Si c'était vrai, je ferais mieux de redoubler de prudence et d'approcher pacifiquement. Bienvenue, eau forte. La jeune vampiresse, aux cheveux blancs et aux yeux rosés, prit la parole la première. Bien qu'elle ait l'air d'une enfant, elle avait environ 300 ans et était de niveau 49. Je suppose que les histoires sur les vampires avaient raison, car ils paraissaient beaucoup plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Êtes-vous venu chercher la bataille? Ou des trésors comme des perles de sang et de l'herbe de clair de lune? Je cherche une audience auprès du grand ancêtre. Je répondis franchement à la vampire blonde, sans jouer le rôle de Kuro cette fois. Je vois, alors vous ne cherchez pas la bataille. Pour une raison inconnue, la charmante femme parut déçue. Voulait-elle se battre? La jeune vampire dit, attendez un instant, puis transforma une main en batte et l'envoya au château. Waouh, c'est pratique. Pendant que nous attendions, j'essayais d'engager la conversation avec elle. La plus jeune resta silencieuse, mais la plus âgée semblait apprécier la conversation et répondait gentiment à mes questions. Cependant, chaque fois que je manifestais mon intérêt pour un objet rare, elle me le proposait en récompense si je la battais au combat. Je suppose qu'elle espérait vraiment me combattre. Je ne voulais pas croire que tous les vampires étaient aussi avides de combat qu'elle, mais j'aurais aimé qu'elle cesse de me regarder avec ses yeux pétillants en m'invitant au combat. Pendant que nous parlions, la batte revint et se fondit dans la main de la jeune fille. Le seigneur du château vous reçoit maintenant. Venez. Sur cette déclaration impassible, la jeune vampire se retourna et se dirigea vers le château sans attendre ma réponse. Bienvenue au château de la nuit éternelle. Appréciez-vous votre visite au bastion des enfants des ténèbres, ô vous qui avez franchi l'épreuve de la porte?
L'ancêtre me salua avec élégance, faisant tournoyer dans une main un verre de vin rempli d'un liquide sanguinolent. De près, le vampire ancêtre ressemblait à un jeune homme aux cheveux violets ondulés comme des algues, à la peau blanc bleutée et aux traits français. À sa chevelure si particulière, j'en étais certaine. Les hommes bleus dont j'avais entendu parler dans les rumeurs du village labyrinthe et chez d'autres explorateurs étaient bien ces vampires. Plus petit que bonjour, seigneur vampire. Plus grand que, afin de confirmer mes autres soupçons, j'ai tenté de saluer le géniteur en japonais. Quoi? Ses yeux s'écarquillèrent. Des cheveux noirs, des yeux sombres, ce nom, et surtout, ce visage. Le géniteur vampire me fixa du regard et se leva de son élégant fauteuil. Plus petit que vous êtes japonais aussi? Plus grand que, le seigneur vampire me parla en japonais, alors j'acquiesçai. Plus petit que c'est exact. Né et élevé au Japon, comme vous pouvez le voir. Plus grand que, j'avais donc raison. Il était lui aussi une réincarnation. J'étais impatient de pouvoir obtenir des informations sur les fragments divins, dont j'avais besoin pour Arisa, mais comme c'était un sujet sensible, j'ai décidé de commencer par instaurer une confiance mutuelle. C'est bien ce que je pensais. Il n'avait pas d'accent lorsqu'il parlait le Shigan. Son japonais ressemblait au dialecte du Kansai. Il devait être originaire du Kansai dans une vie antérieure. Je me demandais si son nom, Ban, venait de son nom japonais, peut-être le kanji pour nombre ou semé. Tu ne sembles pas être un héros de l'Empire des sagas. Serais-tu un égaré? Quelqu'un qui a été emporté par magie? Je n'ai jamais entendu le terme « égaré », mais je pense qu'on me qualifierait de transfuge. Sur le moment, j'ignorais s'il s'agissait d'un cas de transmigration, être téléporté d'un monde à l'autre, ou de transmigration, une renaissance complète, mais apparemment, ce dernier n'avait jamais eu les cheveux noirs, alors j'optais pour la première option pour l'instant. Oh là là, il y a quelques siècles, la sainte province d'Eraluon a tenté d'imiter la cérémonie d'invocation des héros de l'Empire des sagas et de faire surgir un héros du Japon, mais je ne savais pas qu'un autre royaume l'ait tenté depuis. Le seigneur vampire croisa les bras d'un air grave et marmonna des choses inquiétantes à propos d'enlèvement et de « Dois-je me débarrasser à nouveau des invocateurs et des rois ?» Je suppose qu'il a compris qu'un transfert signifiait une invocation. Si le géniteur de niveau 69 menait son armée de vampiresses de niveau 40 à 50, il pourrait probablement au moins abattre facilement un petit royaume. Mais à ma connaissance, il n'existait aucun endroit appelé la Sainte Province d'Eraluon sur ce continent. Inutile de tout ça, les personnes impliquées dans l'invocation ont déjà été tuées par l'attaque d'un démon supérieur, d'après ce que j'ai entendu. J'imagine que même les démons font parfois de bonnes actions. J'avais vraiment entendu une histoire de ce genre de la part de la princesse Ménéa. Techniquement, je n'avais pas confirmé si c'était vrai, mais la princesse Ménéa n'avait aucune raison de mentir, alors je ne voyais pas l'intérêt de douter d'elle. J'aimerais beaucoup discuter d'histoire du Japon, mais d'abord, on devrait s'occuper d'autres affaires, hein? Bonne idée, je suis venu te dire. D'abord, je me suis excusé pour la destruction d'une partie du château par Kuro lors du sauvetage de Zena. Quel sauvetage splendide! Découper mes murs renforcés par la magie de la terre avec une épée, résister au regard obscur du vampire fondateur, et ce mouvement étrange mais brillant, percer les murs du labyrinthe et entrer par le plafond. Vraiment magnifique. Le vampire semblait ravi. J'imagine que cela ne le dérangeait pas que j'ai récupéré Zena. Je pourrais réparer les murs du château et du labyrinthe plus tard. Pas besoin. Le maître du donjon restaurera probablement les murs du labyrinthe sans y être invité, et les réparer donne aux habitants du château de quoi s'occuper. Maintenant qu'il le mentionnait, les murs du labyrinthe étaient bel et bien déjà réparés. Au fait, pourquoi as-tu kidnappé Zen, cette fille? C'était l'une de mes principales questions. S'il avait eu l'intention de sucer son sang, je ne pouvais pas fermer les yeux, compatriote japonais ou non. Mais même si c'était le cas, j'essaierais probablement d'évacuer Zena de Labyrinth City, pas de le mettre dehors, puisqu'il vivait ici depuis bien plus longtemps. Un pur hasard. Un hasard? Sa réponse était si naturelle que je l'ai répétée d'un ton interrogateur. C'est une histoire un peu longue, prévint-il avant d'expliquer plus en détail. Tous les 2 mois, un marché se tient dans une colonie de la strate supérieure du labyrinthe. Le patron de ce marché m'a demandé de vaincre un monstre spécial appelé la gelée rouillée, mais en chemin pour l'affronter, je suis tombé sur une jeune fille à l'article de la mort. Comme il l'expliqua, Zena venait d'être mortellement blessée par la menthe HEP lorsqu'il l'a trouvée et secourue. Apparemment, voyager avec un vampire sous forme de fumée pouvait stopper la progression du poison et des saignements, alors il l'avait amenée au château et l'avait soignée avec des potions magiques de son vaste stock. J'étais curieux de savoir comment fonctionnait exactement cette forme de fumée, mais ma curiosité devait attendre. Vous livrez-vous souvent à ce genre d'action philanthropique? Quand on vit aussi longtemps que moi, l'ennui est notre pire ennemi. Quand il m'arrive d'apercevoir quelqu'un en difficulté, oui, j'ai l'habitude de l'aider.
À bien y penser, il avait mentionné plus tôt que réparer le mur donnerait quelque chose à faire aux vampires. Et il n'y a sûrement aucune raison que cela ne s'applique pas à une belle jeune fille, hein? D'accord. Il ajouta qu'il ne quittait jamais la strate inférieure du labyrinthe, sauf pour se rendre au marché du village labyrinthe. Cela faisait donc environ un siècle qu'il n'avait pas amené quelqu'un au château pour les sauver, comme il l'avait fait avec Zena. Je remerciais le gentil vampire d'avoir sauvé la vie de Zena et lui demandais s'il souhaitait que je lui procure quelque chose à la surface en échange. En effet, je désire le sang de l'Esso. Encore ce vin bon marché. Je m'attendais presque à ce qu'il réponde qu'il n'avait besoin de rien, mais à ma grande surprise, il eut une réponse immédiate. En y repensant, je me souvins que quelqu'un au village labyrinthe avait mentionné que le peuple bleu appréciait ce vin en particulier. Je venais de donner le reste de mon stock, et il n'en restait plus. Puisqu'un démon intermédiaire avait semé le chaos dans la capitale du comté de l'Esso, il n'y en avait pas à Labyrinth City, mais je pourrais probablement m'en procurer dans une ville ou une brasserie voisine. D'accord, je vais essayer d'en trouver. J'ai une boîte à objets et de la magie de téléportation, donc je peux apporter de la nourriture fraîche, des vêtements, etc. Si tu veux. Le vampire géniteur regarda les vampiresses au garde à vous non loin. Une robe élégante, des lingots de mithril, d'or ou d'argent. De jolis accessoires. J'aimerais beaucoup d'encre et de papier. J'ai noté les demandes des vampiresses dans l'onglet mémo de la rubrique réseaux sociaux de mon menu. La liste était longue, mais hormis l'élixir de l'Esso, j'avais déjà tous ces objets dans mon stockage. Je pouvais les leur donner immédiatement, mais j'ai décidé de tout livrer avec le vin. J'ai vérifié à 2 reprises pour être sûr d'avoir bien compris la liste et j'ai promis d'apporter les provisions lors de ma prochaine visite. Ah oui, j'ai décidé de lui poser des questions sur les esclaves aperçus lors de ma recherche sur la carte, lorsque j'ai secouru Zena. Je les ai achetés légalement comme esclaves. Il a semblé perplexe quant à ma question, mais il m'a répondu quand même. Les avoir achetés? Tu es allé en ville? Grand Dieu, bien sûr que non. On vend des esclaves au grand marché dont j'ai parlé. J'y vends des noyaux et des pièces de monstres et j'utilise l'argent pour acheter des esclaves. Il semblait y être un client précieux. Il m'a expliqué que les marchands y apportaient parfois des esclaves à prix élevé, que lui seul pouvait se permettre. Mais gardez-vous ces esclaves pour vous fournir du sang? J'avais peur que ce soit tabou d'en parler, mais c'était important, alors j'ai dû poser la question, même si c'était un peu accusateur. Quelle impolitesse, ce sont des employés précieux du château. Je vous demande de ne pas les considérer comme du bétail. Sa réponse a été plus catégorique que je ne l'aurais cru. Pardonnez mon impolitesse, cela ne se reproduira plus. Les esclaves fournissent 10 millilitres de sang une fois par mois, mais sinon, ils se contentent de faire le ménage au château. Je ne les forcerai jamais à devenir des vampires contre leur gré ni ne porterai la main sur eux de quelque manière que ce soit. Il semblait que je n'avais pas tout à fait tort sur le fait qu'ils étaient des sources de sang, mais au moins, leur libre arbitre n'était pas volé. À ce qu'il semblait, il avait perdu sa libido en devenant vampire. Les vampiresses étaient toutes ses épouses, mais elles ne faisaient rien de plus que de s'embrasser ou de s'enlacer de temps en temps. Son seul plaisir sexuel était de boire un verre de vin avec une seule goutte de sang 3 fois par jour, disait-il, ce qui était un peu différent des vampires que j'imaginais habituellement. Cela ressemblait davantage à un vampire de roman d'amour torride. Si un esclave souhaite être libéré, je le fais généralement après 5 ou 10 ans de service, mais uniquement pour lui offrir l'éducation et la formation nécessaires pour subvenir à ses besoins et lui donner assez d'argent pour acheter une maison une fois libéré. Avec une telle gentillesse, j'imagine que beaucoup de gens voudraient le servir, même s'il était un vampire. Mais s'ils vivent ici pendant 10 ans, ne seront-ils pas sensibles à la lumière du soleil, etc. N'ayez crainte, aux abords de cette caverne vit un mage qui excelle en magie de la lumière. J'y envoie les servantes une fois par jour pour se baigner au soleil. Un mage de magie de la lumière sur le territoire d'un vampire? En effet, un fils de noble insensé a tenté de s'emparer de sa fille bien-aimée, alors l'homme l'a tué et s'est enfui dans le labyrinthe avec la jeune fille et sa femme. Je leur fournis nourriture, abri et produits de première nécessité en échange de ces services. Ah, je vois, cela semblait être beaucoup de mal pour un vampire de se donner à fond pour ses esclaves, mais il avait ses raisons, outre sa bonté de cœur. Si je devais leur faire du mal ou les maltraiter, un héros viendrait sans doute m'en empêcher. Mieux vaut coexister pacifiquement, de toute façon. Le vampire esquissa un sourire exagérément malicieux. Comme nous semblions bien nous entendre, je décidai de prendre congé pour la journée sans trop insister, mais le géniteur m'en empêcha. Puisque tu as fait tout ce chemin, ne devrions-nous pas faire un combat avant ton départ? Il sourit d'un air narquois, 2 longs crocs pointèrent au coin de ses lèvres. Au début, j'essayais de faire comme si c'était un combat serré, mais il semblait que ce combat allait se terminer par une victoire écrasante. Tchèque, temps mort, c'est de la triche. Mais je croyais que tu allais arrêter de dire « temps mort » après la dernière fois? Grr. Le géniteur fixa le plateau et grogna.
C'est exact, notre combat était au shogi. Il nous avait fourni le plateau de shogi, mais il s'est avéré être ridiculement mauvais malgré sa passion apparente pour ce jeu. Les races ancestrales de ce monde semblaient apprécier le shogi, car les elfes de la forêt de Bolénan en étaient eux aussi de grands fans. Je t'offre 3 perles de sang si tu attends encore une fois. D'accord, mais c'est vraiment la dernière, d'accord? En effet, attendre ne me dérangeait pas si cela me permettait d'obtenir des matériaux rares fabriqués par les vampires, mais jouer au shogi contre lui était un peu plus stressant que contre les elfes. Lorsque l'entreprise pour laquelle je travaillais a créé une application de jeu de shogi, j'ai suivi un entraînement spécial avec Monsieur Tubb, qui avait déjà participé à des tournois, donc j'étais plutôt bon pour un novice. Comme l'application proposait aussi des niveaux de difficulté, j'avais même appris à me retenir efficacement, mais je trouvais toujours presque impossible de laisser le seigneur vampire gagner. Même lorsque je créais les ouvertures les plus évidentes, il avait du mal à entrevoir une chance de victoire. Il risquait même de ne pas pouvoir battre le père de Mia, l'elfe Lamisoya, amateur de shogi, qui était jusqu'alors le pire joueur de shogi que je connaisse. N'abandonnez pas, Seigneur Ban. Seigneur Ban, vous pouvez y arriver. Mais les vampires qui assistaient à notre match ne semblaient pas particulièrement gênés. Chaque fois que leur géniteur s'exclamait « temps mort », en grognant comme un enfant, elle lui lançait des regards affectueux et compatissants. Eh bien, comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Ah oui, Sir Helsing. Vous pouvez m'appeler Ban, et je vous appellerai Kuro, si vous le voulez bien. Bien sûr, j'ai une question à vous poser. Maintenant que notre amitié s'était consolidée, j'ai pensé essayer de lui demander s'il savait quelque chose sur les fragments divins. Ce genre de propos est grossier pendant un combat. Vous avez raison, bien sûr. Désolé, je m'excusais humblement. Après notre match, je vous orienterai vers un homme plus instruit. Si vous apportez les perles de sang que je vous ai données, il vous dira sans doute tout ce que vous désirez savoir. Ce serait formidable. Ceci étant dit, retournons au match. Alors que le seigneur vampire attaquait, le léger claquement des pièces de shogi résonna dans le château de la nuit éternelle. Notre match de shogi se poursuivit jusque tard dans la nuit, jusqu'à l'arrivée d'un visiteur. Je suis venu pour vous vaincre, Seigneur Ban. Toujours aussi énergique, n'est-ce pas, Semri? Chevauchant un scorpion des ruines, flanqué d'une bête terrestre ancestrale de type tyrannosaure et d'un chasseur de proies aux membres en lierre, une belle jeune fille affrontait le vampire fondateur dans la cour du château. Elle avait la peau d'un blanc bleuté et des cheveux noirs ondulés en tresses. Cette charmante jeune femme était un vampire supérieur, transformé il y a longtemps par Ban. Elle avait elle-même transformé sa monture et les monstres qui la gardaient en vampire. Je me demandais pourquoi l'un de ses subordonnés l'attaquait, mais il répondit d'un ton léger qu'elle était en phase de rébellion. C'était probablement juste une autre façon pour eux de passer le temps. De plus, bien qu'elle prétendît être là pour vaincre l'ancêtre, la peau d'un blanc bleuté de Semri était teintée de violet. Malgré ces paroles, elle avait le regard d'une jeune fille amoureuse. Maintenant, qui sera mon avant-garde aujourd'hui? Moi, Seigneur Ban. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Je veux le faire aussi. Outre la belle blonde de tout à l'heure, une rousse et une brune levèrent également la main avec insistance. Je suppose que ce n'était pas seulement la vampiresse obsédée par le combat. À mon tour, la jeune vampiresse aux cheveux blancs, taciturne depuis tout ce temps, leva une petite main et entra dans la cour. Elle utilisa un long ongle pour se taillader le poignet. Le sang qui en jaillit se tortilla comme un être vivant et prit la forme d'une faux. C'était tellement vampirique que c'en était presque un cliché, mais c'était cool de le voir en vrai. Semri dégaina une épée large faite de morceaux de monstres. HMPH, c'est Shiraim aujourd'hui, hein? Je pensais bien que ce serait la blonde potelée. Je ne suis pas potelée. Juste un peu ronde, c'est tout. La femme plantureuse que Semri avait appelée potelée n'était pas maigre, mais je ne l'appellerais pas potelée non plus. Ignorant leur échange, la plus petite entra dans la cour et pointa sa faux sur Semri. Mon avant-garde sera Tyrannon. Vas-y, Tyrannon. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine affinité pour le choix de nom bizarre de Semri. L'antique bête terrestre se retourna sur une patte et agita la queue, mais la petite vampire la terrassa. Vu ses presque 6 mètres de haut et son apparence d'énorme Tyrannosaurus Rex, la créature semblait plutôt légère. La fille coupa facilement la queue de la bête avec sa faux, mais on aurait dit qu'elle s'y attendait. D'une manière ou d'une autre, le jet de sang jaillissant de la queue coupée se transforma instantanément en flamme. Au moment où le jet de sang, semblable à un lance-flamme, allait entourer son corps, la petite vampire se transforma en brume et l'esquiva. Mais le camp de Semri semblait bien maîtriser les pouvoirs des vampires, le lance-flamme brûlait toujours son corps, même sous forme de brume. Les vampiresses observatrices haltèrent toutes, et le sourire de Semri s'élargit. Quelle folie, murmura la progénitrice. D'après mon affichage en rat, la petite vampire n'avait subi que des dégâts minimes.
Elle émergea de l'ombre de la bête terrestre et lui coupa rapidement les 2 pattes. De toute évidence, la transformation en brume était factice, et elle s'était réellement fondue dans les ombres et s'était déplacée. Il s'agissait de la compétence inhérente propre à la race, marche de l'ombre, et non de magie de l'ombre. Seuls quelques vampires la possédaient, dont la progénitrice et la petite vampire. Il semblait réservé aux vampires plus âgés, car Semri, 170 ans, n'en avait pas. Sans ses pattes, l'antique bête terrestre ne pouvait que s'agiter impuissante tandis que la jeune fille aux cheveux blancs la taillait en pièces. Elle se réduisit en cendres, ce qui devait arriver quand un vampire perdait sa santé. Gagnante, Shiraim Ryuna. La jeune fille silencieuse leva le poing en signe de triomphe. Puis elle s'approcha du vampire géniteur et lui présenta sa joue. Il l'embrassa légèrement, et elle sourit légèrement. Bon, je suppose que c'était plutôt mignon. Mon prochain combattant est Robert. Shiraim ne peut pas combattre 2 fois de suite, compris? La jeune fille, toujours souriante, s'apprêta à retourner dans la cour, mais Semri l'arrêta avec irritation. Elle regarda le vampire géniteur pour obtenir son avis. En effet, un match à sens unique, ce n'est pas drôle. Le 2e round se joua donc entre Robert et la blonde plantureuse. Comme la petite vampire, elle se coupa le poignet et utilisa son sang pour fabriquer des armes, cette fois des dagues jumelles. Le monstre de lierre attaqua aussitôt, mais elle l'esquiva avec une rapidité surhumaine, utilisant sa dague pour parer les tentacules de vigne qu'elle ne pouvait éviter. Contrairement au sang de la bête terrestre, la sève de la proie ne prit pas feu. Cependant, elle semblait collante et ralentissait les mouvements de la vampire blonde. Les extrémités des tentacules, semblables à des clous, lassaient aussi progressivement ses vêtements. Voilà un monstre qui comprenait l'importance du fanservice. Continue comme ça. Ah, bien joué, Robert. Expose ce corps honteusement potelé à la lumière. Je suis, pas, potelé. Agitée par la provocation de Semri, la belle blonde finit par manquer complètement d'énergie pour esquiver les attaques et fut enveloppée par plusieurs tentacules et soulevée dans les airs. Waouh, quel spectacle! Comme je me sentais mal de la regarder dans cet état, je me suis poliment détournée. Derrière moi, j'ai entendu des crépitements. Les tentacules avaient émis une sorte d'attaque électrique, la paralysant. Elle semblait incapable de se transformer en brouillard ou de riposter, le match était donc terminé. Gagnante, Robert. Comme cela semblait terminé, je me suis retournée. Ouah, c'est sanglant. Les tentacules ont projeté les restes de la femme au sol, déchirés en 2, membre par membre. Puis il lança la tête de la blonde, que la plus petite vampire attrapa. C'était brutal. Quelle honte. Tiens, j'imagine que c'est un vampire pour toi. Elle pouvait parler même s'il ne restait qu'une tête. Alors, ces filles sont vraiment immortelles. Pas d'inquiétude, si je lui donne du sang, elle se rétablira tout de suite. Tandis que je fixais la tête parlante, sous le choc, la progénitrice me rassura gentiment. D'après mon écran de rat, sa santé se rétablissait déjà à une vitesse incroyable. Je garde Robert comme combattante. Fais venir ton général. Semri leva les yeux vers la progénitrice avec excitation. Ne semblant pas remarquer son regard, la vampire progénitrice me regarda à la place. La routine est la racine de la paresse. On change un peu les choses aujourd'hui, d'accord? Kuro, tu veux bien me montrer comment tu as vaincu mes gardiens? Oui, bien sûr. Je pourrais peut-être utiliser une épée magique au hasard pour lui couper les tentacules? Quoi? Robert a été créé exclusivement pour l'usage du Seigneur Ban. Je ne le gaspillerai pas sur un simple humain. Semri grinça des dents avec colère. Exclusivement? Tu ne viens pas de l'utiliser sur la blonde? Et j'avais un peu peur de lui demander comment elle comptait l'utiliser. Très bien, je vais te tourmenter moi-même. Renvoyant Robert derrière elle, Semri s'avança dans l'arène, l'air courroucé. Je ne veux pas lui faire de mal. Des suggestions pour me retenir? Murmurai-je à l'ancêtre. Un humain ose parler de retenue face à moi? Comment oses-tu sous-estimer la grande Semri? Oups, j'imagine que les vampires avaient une ouïe fine. Maintenant, elle avait l'air assez folle pour se faire éclater une veine. N'aie pas peur, un vampire plus grand ne périra pas, même réduit en cendres. Un peu de sang et un noyau placé sur les cendres le ranimeront immédiatement, alors n'hésite pas à te battre sans retenue. Le géniteur avait l'air ravi en donnant cette permission. J'aurais préféré qu'il n'attise pas les flammes, car Semri semblait facilement s'emporter. Seigneur Ban, si je le batte, les conditions ne changent pas, compris? Bien sûr, si tu le battes, je serai ta captive jusqu'à la fin du mois, comme promis. Mais si tu perds, Kuro aura le droit de te donner des ordres. Attends, je n'en ai pas besoin. Lorsque nos regards se croisèrent, l'expression de Semri vacilla. Puis elle se couvrit brusquement la poitrine, dissimulant son décolleté généreux. Impoli. Tu ne peux pas donner d'ordre pervers. Oh là là, Semri, tu supposes déjà que tu vas perdre? Comme pour se venger, la tête de la vampire blonde la taquinait sans pitié. Quelle scène surréaliste. Hé, toi avec les cheveux noirs. Dépêche-toi et sois prête.
cria Semri. Comme elle semblait invulnérable si je la décapitais, c'était peut-être le moyen le plus simple d'en finir. J'ai fouillé dans mon rangement par mon sac de garage et j'en ai sorti une de mes épées magiques forgées. Oh, elle a l'air simple, mais cette épée est vraiment l'œuvre d'un maître. L'ancêtre semblait impressionné par mon épée. J'étais plutôt content d'entendre de tels éloges pour mon travail de masse. Ia! Avec un cri de guerre retentissant, Semri s'est jeté sur moi, brandissant facilement une épée large de ses bras fins. Il aurait été impoli de l'achever d'un seul coup, alors j'ai levé mon épée pour parer son attaque sautée. Ouf! Le poids inattendu de son attaque a fait craquer le dallage à mes pieds, nous entourant d'un nuage de poussière. Elle a immédiatement enchaîné avec un coup de pied. J'ai bondi en arrière, et elle a balancé son épée de côté, comme si elle avait anticipé mon mouvement. Waouh! Je pensais qu'elle n'était qu'une combattante de force brute, mais elle possédait en réalité une maîtrise impressionnante des techniques d'épée. Si je me laissais emporter par le rythme du combat, j'aurais pu oublier de me retenir, alors j'ai décidé d'utiliser la compétence style d'épée de l'empereur de la saga, que j'avais apprise auprès d'Ayato le héros. Oh, tu maîtrises les techniques de l'empire de la saga, n'est-ce pas? Même Semri aurait du mal à te combattre, alors. C'est faux, Seigneur Ban. Mes longues années d'entraînement ne me permettront pas de perdre contre une gamine comme elle. Semri se mit à déplacer son épée encore plus vite. Elle avait dû passer ses 170 ans à s'entraîner dès qu'elle en avait l'occasion. Son escrime raffinée était comparable à celle de la maîtresse de Pochi, Mademoiselle Portomea. Cependant, elle manquait de la ruse et de la sagesse des maîtres elfes, ce qui la rendait facile à déchiffrer. Et en prime, son visage était extrêmement expressif. Je la laissais utiliser les mouvements qu'elle voulait tout en la poussant dans ses retranchements, comme lorsque je m'entraînais contre Pochi. Alors que le cours du combat s'éloignait lentement d'elle, Semri s'est entaillé le poignet et a utilisé le sang pour créer des aiguilles et les tirer sur moi, désespéré. J'ai fabriqué un gantelet armure magique dans ma main gauche pour les repousser, puis j'ai utilisé l'épée magique dans ma main droite pour détruire son épée large alors qu'elle était en garde. Mais toi, Semri créa une épée de sang sur le champ pour passer à l'offensive, mais je la parais avec mon épée magique et me retournais pour atteindre son angle mort. Armure magique, désactivée sur ma main gauche, je tendis la main vers son plexus solaire. Dès que ma main le toucha, j'utilisai drain de mana pour lui voler sa puissance magique. Puis, une fois ses défenses magiques affaiblies, je lui portai un coup de poing. Ah! Semri s'étrangla à cause du manque d'air. Je suppose que les vampires ont encore besoin de respirer. Je retirai mon poing, puis portai l'épée de mon autre main à son cou, et m'arrêtai net, malgré moi. Hormis sa peau bleutée, elle ressemblait à une humaine, alors je ne pouvais me résoudre à lui trancher la tête. Même si je savais que cela ne la tuerait pas, mon aversion instinctive était trop forte. Gagnante, Kuro, la génitrice me considérait toujours comme victorieuse. Ses forces s'épuisant, Semri tomba à quatre pattes en toussant. Kuro, que demandes-tu à Semri? Avant que je puisse ouvrir la bouche pour répondre, mon regard croisa celui de Semri. Elle grinça des dents et me fusilla du regard, tremblante d'humiliation. J'étais tentée d'être sadique, mais je n'avais aucune intention de lui faire des demandes sexuelles. Pas du tout, je le jure, laisse-moi voir. Mais on ne pouvait pas me reprocher de l'avoir mise à rude épreuve ne serait-ce que quelques secondes. Semri semblait une cible toute trouvée pour les taquineries. Pourrais-tu me montrer quelques curiosités de la couche inférieure? Surprise par ma demande, Semri cligna des yeux à plusieurs reprises et répéta « Des curiosités ?» L'ancêtre parut ravi, me tapota l'épaule et rit de bon cœur. La force des bras d'un vampire de haut niveau est plusieurs fois supérieure à celle d'un humain ordinaire, alors il ne devrait pas frapper les gens avec autant de désinvolture. Les curiosités, dis-tu? Très bien, je vais te montrer des endroits incroyables comme tu n'en as jamais vu. Semri semblait prendre cela comme un nouveau défi et me désigna du doigt avec enthousiasme. Semri, tu devrais l'emmener voir Yoroi et Mukuro, alors. Oh, oui, leurs guerres sont tellement amusantes à regarder. Des guerres? Non, plus importantes encore, je devrais me concentrer sur ces noms. Venait-il des mots japonais pour armure et cadavre? Je me demandais s'il s'agissait d'un chevalier en armure et d'une sorte de mort-vivant non-vampire, comme une liche ou un roi mort-vivant. Peut-être même d'un Dulahan sans tête. Sont-ce aussi des réincarnations? Tout à fait. Sachant que Ban n'était que la troisième réincarnation que je rencontrais après Ariza et le roi mort-vivant Zen, en rencontrer deux de plus était déjà inattendu. Il y avait peut-être plus de réincarnations dans ce monde que je ne le pensais. Et Yuika, Seigneur Ban? Tu devrais d'abord demander à Mukuro, puisqu'il est le gardien de Yuika. Waouh, il y en a encore une autre? La strate inférieure était-elle un haut lieu de la réincarnation, ou quelque chose comme ça? Tandis que j'y réfléchissais, le seigneur vampire s'adressa à moi. Mukuro est l'homme instruit dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a vécu une éternité et s'ennuie toujours. J'imagine qu'il sera ravi de répondre à tes questions.
Mukuro peut être lunatique, mais il apprécie Semri, alors tu devrais t'en sortir si tu es avec elle. À en juger par les apparences, le géniteur avait dû me faire affronter Semri pour nous présenter de manière détournée. Il semblait avoir une vision globale. Très bien, allons-y, Kuro. Semri bondit sur ses pieds avec impatience. Il restait encore un peu de temps avant l'aube, alors je pourrais probablement m'offrir un peu de tourisme dans la strate inférieure. Y compris une visite à ces 3 nouvelles réincarnations, bien sûr.